Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour le Black Lives Matter à Nantes, sous le thème de la mobilisation de la jeunesse. C'est une table ronde Tissémétis offerte dans le cadre d'Université. C'est notre 7e édition de ce cycle Université. Nous sommes ce soir à la Maison de l'Afrique, qui est située 1 rue Louis Préaubert à Nantes. La Maison de l'Afrique qui a voulu gentiment nous accueillir aujourd'hui sur cette thématique du Black Lives Matter à Nantes. On les remercie. C'est un collectif qui œuvre pour valoriser la présence africaine à Nantes et la culture et le patrimoine africain, et pour aussi rassembler les différentes communautés dans un lieu qui est ouvert comme un centre de ressources. Merci à eux de nous recevoir aujourd'hui. Tissémétis est donc une association qui est implantée sur le site Quartier populaire de Bellevue à Nantes. C'est une association, pour beaucoup que vous connaissez, qui a pour objectif de faire se croiser les associations de quartier, l'engagement citoyen, le monde du travail par les comités d'entreprise, les CSE aujourd'hui, les structures de l'éducation populaire et puis tous les collectifs artistiques et culturels. Nous développons des actions qui aujourd'hui s'articule autour de la culture, de la lutte contre les discriminations, du vivre ensemble et de l'engagement citoyen. Et nous avons plusieurs groupes de travail, des groupes auxquels l'entrée est libre, ouverte, et n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour vous y inscrire. Le cycle Université est donc un cycle de conférences et aujourd'hui nous avons 4 invités. Alors je vais présenter d'abord Wen Vemoun, qui est membre du collectif BLM, Dia Alianga, qui sera auteur et témoin à ses côtés et observateur de ce mouvement, qui a bien voulu nous rejoindre, et puis Célia Abaté et Thelma Eman Bendom, qui sont toutes deux à l'origine. Il y avait un collectif, bien sûr, à l'origine, et elles représentent ce collectif aujourd'hui en tant que créatrices du mouvement BLM nantais. Alors, je ne vais pas vous parler de tout l'héritage, que ce soit les Black Panthers, que ce soit Malcolm X, Martin Luther King, etc. On sait tous d'où viennent les différents mouvements populaires autour des origines qui auraient pu amener à un Black Lives Matter il y a quelques années, mais qui aujourd'hui a évolué parce qu'il y a eu des violences policières, notamment aux États-Unis, mais pas que, puisque en France aussi, on a pu dénombrer un certain nombre, on va dire, de problématiques du même genre sur des actes à l'encontre de personnes de couleur. Alors aux États-Unis, bien sûr, des Noirs afro-américains, mais pas que. Et en France, des jeunes d'origine française, la plupart du temps, nés en France, et sur lesquels il y a eu des agissements qu'il fallait dénoncer. Ce mouvement est devenu rapidement un hashtag, le hashtag Black Lives Matter, ou BLM plus couramment. Aux États-Unis, on a retrouvé d'autres slogans qui étaient I can't breathe, on peut se souvenir je ne peux plus respirer, qui était l'ultime supplique d'Eric Garner, et puis Don't shoot, ne tirez pas, les dernières paroles de Michael Brown, 18 ans, assassiné, on peut le dire, et puis l'assassinat de George Floyd au cours de son interpellation, où là, le 25 mai 2020 à Minneapolis, ça a été un détonateur, cet événement, a donc rassemblé dans le reste du monde de nombreux manifestants. Et à l'appel de 4 jeunes Nantaises, c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui sur Instagram, une première manifestation contre le racisme s'est déroulée dans les rues de Nantes le 8 juin 2020. Notre intention à nous, Tissémétis, ce n'est pas d'alimenter les débats autour de la question raciale. C'est inaudible, c'est polémique, c'est caricatural, et bien souvent, ça n'amène à rien. Nous voulons parler aujourd'hui de la parole des jeunes sur des questions comme celle-ci, qui se sont mobilisés, parmi lesquelles les 2 fondatrices qui sont là aujourd'hui, et surtout, quelle est la genèse de leur engagement. Les conclusions du rapport du Défenseur des droits, qui a été publié en juin 2020, est intitulé « Discrimination et origine », doivent à elles seules nous convaincre de l'urgence d'agir. C'est le sous-titre du rapport d'ailleurs, contre les discriminations. C'est aussi l'une des actions principales de Tissémétis. Et nous allons donc commencer par donner la parole aux acteurs, aux jeunes, plus proches des réalités vécues et perçues que bien souvent ceux qui en parlent. Alors je vais vous passer la parole, vous allez vous présenter. Et puis nous allons aller directement sur le sujet. Wen, si vous voulez commencer.
Bonjour, je m'appelle Wen, je suis membre du collectif BLM Nantes. En tant que collectif antiraciste, en non-mixité choisie, donc en non-mixité raciale et aussi en non-mixité de genre, on se définit aussi et beaucoup et principalement comme un collectif afroféministe. C'est pour ça que j'ai envie de nous resituer dans l'histoire et dans le mouvement duquel on hérite. Du coup, je vais vous faire une brève histoire de l'afroféminisme pour qu'on puisse se resituer. Durant la naissance de la lutte du Black Panther Party en 1966, la militante et activiste Angela Davis notait la grande différence de problématiques et de traitements qui se déroulaient, qui étaient exercés envers les femmes noires et envers les femmes blanches. Et c'est pour ça qu'elle avait besoin de créer un mouvement distinct qui était donc du coup le Black Feminism, qui visait justement à spécifier et à même pas spécifier en fait, à vraiment éduquer les gens sur le fait qu'une femme blanche dans une société raciste, néocoloniale, n'est pas perçue comme une femme noire, même si elles sont toutes deux victimes de sexisme. Il y a un sexisme spécifique qui est exercé sur les femmes noires. Durant la même période, les femmes noires d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes se mobilisaient en France et ont créé le mouvement afroféministe parce que le Black Feminism était vraiment situé aux États-Unis. C'est un mouvement qui est resté aux États-Unis, qui était spécifique aux États-Unis. L'afroféminisme, lui, avait son sens en France. C'était un mouvement contre le capitalisme, contre le sexisme, la négrophobie, le racisme et par extension la misogynie noire. En 1989, l'afroféministe Kimberly Williams Crenshaw a défini et a créé le terme d'intersectionnalité qui définit la situation d'une personne qui est à mi-chemin, qui subit en tout cas plusieurs, souvent deux, mais plusieurs formes de domination, plusieurs formes de discrimination. Et en tant qu'afroféministe, elle ciblait clairement les femmes noires, les personnes sexisées, racisées. Parce qu'en effet, les personnes, les femmes noires ou les personnes sexisées noires ne subissent pas le racisme et le sexisme de façon séparée. C'est une nouvelle forme de sexisme, une nouvelle forme de racisme qui mute et qui crée la misogynie noire, qui crée qui est alimentée par des stéréotypes qui s'appliquent dans la sphère publique, par exemple comme dans la sphère publique, dans les médias aussi, comme le stéréotype de la femme noire énervée, la angry black woman, ou bien la angry black woman, qui est une image récurrente dans les médias, dans les films, dans tout ce qui touche à la culture de la femme noire qui parce qu'elle a des blessures, devient très très dure et reste très agressive. Et c'est un stéréotype qui nous colle à la peau aujourd'hui et qui enrichit en fait des mythes comme le syndrome méditerranéen qui viserait à dire que nos corps sont plus puissants, sont plus résistants, résistent mieux à la douleur. Ensuite, dans la sphère, on va dire, plus privée, les personnes sexisées noires subissent la fétichisation de leur corps avec des appellations comme tigresse, lionne, etc. Puis de l'exotisation également, qui se manifestent par beaucoup de termes qu'on définirait de l'ordre du racisme banal. Et puis elles vivent aussi beaucoup d'hypersexualisation, mais à la fois paradoxalement, le fait que les standards de beauté blancs soient très dominants dans toutes les sociétés fait qu'elles sont aussi désexualisées dans l'idée qu'elles ne sont plus désirables. Et donc elles deviennent des objets sexuels, mais pas des sujets de désir. Ensuite, en France, en 1976, durant la lutte de la libération, du mouvement de la libération des femmes, qui ne prenait pas du tout en compte la perspective afrodescendante du féminisme, du coup, les femmes noires en France se sont mobilisées pour créer la coordination des femmes noires. Donc le CDFN, qui a suivi la dynamique qui était initiée déjà par les marronnes, donc les femmes nègres marrons qui malheureusement dans l'histoire sont réellement invisibilisées derrière leurs conjoints, derrière leurs frères, parce que forcément elles sont des femmes et donc on les relayait constamment au second rang, alors qu'elles étaient très actives, elles étaient principalement actives, qu'elles étaient aussi, elles aussi au même titre que leurs frères, que
leur mari, que leur conjoint, des fondatrices, des sociétés résistantes durant la traite négrière, durant l'esclavage, et qui participaient vraiment à recréer des sociétés indépendantes une fois que les personnes esclavisées parvenaient à s'échapper. Et c'est aussi le CDFN, elles se sont à la fois inspirées des grands mouvements qui leur avaient précédé, mais elles se sont aussi beaucoup inspirées du militantisme à travers l'art, hein, notamment les mouvements littéraires comme la négritude par exemple. Ensuite, en 2014, de façon beaucoup plus récente, le collectif Moissy a été créé et à l'origine de beaucoup d'événements en mixité de genre et de race, notamment le festival Nyansapo, qui a été d'ailleurs très contesté il y a quelque temps en raison du regard que les personnes blanches portent sur les zones en mixité qui, tout de suite, quand elles concernent des personnes minorisées, deviennent des menaces. Et ensuite, il est indispensable de lier justement l'afroféminisme avec le féminisme décolonial qui a été nommé par Françoise Verzès dans l'essai qui porte le même nom, qui est en fait un essai qui explique que en France, elle parle surtout de la France. En France, il y a un féminisme qui est déjà instrumentalisé par l'État dans le but de se cacher derrière nos luttes pour appuyer des systèmes comme le système pénal, le système carcéral. Et en fait, le féminisme décolonial que nomme François Vergès, il développe l'idée que le féminisme sera inclusif et décolonial quand il prendra en compte la perspective des personnes racisées dans le féminisme. Et en fait, c'est un féminisme qui se bat à la fois contre le blanchicharcat, le patriarcat établi par les personnes blanches dominantes, qui se bat contre la misogynie noire, mais aussi contre toute forme d'oppression qui serait dans le mouvement féministe, mais qui en fait serait très exclusif en ce qui concerne les personnes racisées. Il y a eu plusieurs exemples, comme par exemple dans les années 70, beaucoup de féministes se battaient pour le droit à l'IVG, pendant qu'en Réunion, les IVG, enfin justement pas les IVG, mais les stérilisations étaient exercées de force sur les femmes. Donc on voyait très clairement que l'État avait des politiques très différentes sur le ventre des femmes. C'est ce qu'elle dit, le ventre des femmes. Donc une pronatalité en France et une antinatalité en Réunion. Et donc ces féministes, sans même le savoir, mais par manque de considération et par manque de connaissances, se battaient pour une chose qui rendait légitime la pratique de l'État dans d'autres lieux. Et puis voilà, le féminisme décolonial, c'est un féminisme qui vise à mettre en lumière le fait que le sexisme, au même titre que toutes les formes d'oppression, est structurel. Et est une pratique de l'État et un État qui sait très bien l'instrumentaliser aussi pour se redorer. Et puis voilà, le féminisme décolonial se bat aussi contre le fait que les personnes racisées dans le mouvement féministe, par exemple, quand on voit qu'au nom de la liberté des femmes, des personnes dites féministes s'opposent au port du foulard par les personnes musulmanes, c'est vraiment l'idée d'infantiliser, de rendre victime collatérale, d'amputer l'indépendance et la liberté de décision aux femmes racisées. Et donc voilà, c'est un féminisme qui se bat contre le féminisme blanc, bourgeois, civilisationnel, comme elle le nomme. Voilà. C'est dans ce mouvement-là qu'on s'inscrit aujourd'hui. Merci pour ce premier exposé. Par la suite, on comprendra peut-être mieux effectivement les positionnements que vous allez pouvoir proposer aujourd'hui, de par l'origine du mouvement dans lequel vous vous situez. Je crois que, Dia, tu voulais reprendre quelque chose. Je t'ai vu saisir ton micro. C'est une pensée qui me traversait l'esprit, de dire qu'il y a vraiment plusieurs mutations en ce moment, dont des jeunes comme celle-ci et d'autres sont véritablement les personnes qui sont en capacité de les dire, de les capter, parce qu'elles le vivent, certainement. Mais c'était pas pour... il y a d'autres choses qui me viendront à l'esprit, mais je préfère attendre encore.
Alors, Thelma et Célia, vous allez vous prendre la parole chacune votre tour. On en est arrivé à un moment au 8 juin. Mais ça n'est pas arrivé comme ça n'est pas arrivé par hasard. Il a fallu que, à plusieurs, vous vous saisissiez, je dirais, de l'histoire, que vous ayez aussi cette fibre militante pour vous dire, bah voilà, je vais au-devant de nombreux problèmes, mais je prends un étendard qui n'est peut-être pas un étendard que beaucoup de gens vont apprécier, mais j'ai ma personnalité, je vis dans un environnement, j'ai des choses à dire. Vous êtes plutôt très jeune. C'est un acte aussi fortement politique. Et je vous laisse la parole pour nous l'expliquer. Notre mouvement, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'au début, ça n'avait pas vocation à être un mouvement ou un collectif, mais s'est inscrit dans un instant où il y avait une véritable nécessité, une véritable urgence, en fait, à créer des espaces de discussion et des lieux exutoire en fait pour toutes les souffrances quotidiennes qu'on peut ressentir à cause du racisme et du sexisme, notamment dans le cadre du confinement, puisque pendant des semaines et des semaines, tous les jours sur les réseaux sociaux où les jeunes sont très largement présents, on voyait des vidéos de violences policières autant aux États-Unis qu'en France d'ailleurs. Et en fait, on en était arrivé à un certain ras-le-bol et avec un sentiment d'impuissance immense. Et je pense que c'est ça qui a fait la force du mouvement. C'est-à-dire que après la mort de George Floyd, il y a eu une vague immense de manifestations internationales parce que justement, il y avait ce sentiment d'impuissance et avec lequel il fallait en finir. Et en fait, quand on a vu qu'il ne se passait rien à Nantes, ou en tout cas de notre point de vue, il n'y avait rien qui avait été organisé, on s'est dit que c'était pas normal parce que Nantes est une ville qui est très militante. On le sait tous, il y a tout le temps des manifestations à Nantes. Et on se questionnait en fait, qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de manifestation sur ce sujet-là qui est quand même brûlant ? Et on s'est dit qu'en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que si rien n'est organisé, on n'a qu'à organiser nous-mêmes, même si on pensait qu'on allait être peut-être 100, 150, enfin, notre cercle d'amis proches et à la rigueur ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais c'est tout. Et en fait, il y a eu énormément de personnes qui sont venues justement parce que ça leur permettait en fait d'avoir un espace pour dire stop en fait et pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent tous les jours et qu'ils ne peuvent pas exprimer. Tu parlais tout à l'heure de racisme banalisé. Ce sont des actes qu'on subit malheureusement au quotidien et dont parfois on a honte ou on se sent isolé, on ne sait pas à qui en parler et le fait de pouvoir sortir tous ensemble et de voir qu'on n'est pas seul et surtout qu'il y a des perspectives d'avenir, en fait, quelque chose à faire, un mouvement qu'on peut exploiter. Je pense que c'était précieux de fournir ça en fait à ce moment-là, autant à Nantes que dans d'autres villes françaises ou dans d'autres villes du monde. Et c'est ça qui a fait la force du mouvement. Alors, on est bien d'accord, on n'est pas là aujourd'hui pour faire le procès de la police. On a eu aussi des images que les médias ont colportées sur effectivement ces agissements et il faut les dénoncer. C'est bien là la situation que vous avez voulu dénoncer quelque part. Vous dites avoir été étonné du nombre de personnes qui sont venues rejoindre cet appel à manifester. Alors, Nantes est une ville cosmopolite. Nantes est une ville métissée. Nantes est une ville où de nombreuses communautés se retrouvent. Alors c'est à la fois la ville en elle-même, c'est comme vous le dites, parce que c'est aussi une ville de militants, c'est une ville où les communautés peuvent vivre leur culture. Est-ce que vous n'auriez pas pu l'imaginer, cette mobilisation, malgré cela, tout simplement parce que les gens avaient envie de se retrouver, on dirait, entre semblables, parce qu'à un moment, justement, ce racisme latent, eh bien, les commençait à les interroger. Peut-être pas que forcément sous le hashtag Black Lives Matter, mais peut-être tout simplement sur le vivre ensemble. Je pense que c'est une perspective à étudier. Je pense que ce qui a fait la force du mouvement, bien évidemment, j'ai parlé du ras-le-bol suite aux violences policières qui ont été constatées pendant le confinement, mais
Mais évidemment, c'est un mélange de beaucoup de choses, je pense. En fait, à la base, on n'aurait pas pu imaginer un tel nombre de personnes pour la simple et bonne raison qu'on a un peu plongé dedans aveuglément et qu'on n'avait pas vraiment la clarté de se dire peut-être que beaucoup de personnes vont se rassembler pour ça aujourd'hui, mais c'est plus d'un point de vue, je dirais enfantin, parce que quand on a créé la manifestation, c'était sur un coup de tête, un soir comme ça entre copines, donc on pensait juste que, en plus c'était quelques jours avant le jour J, donc on pensait pas qu'il allait y avoir autant de gens qui allaient réussir à s'organiser pour venir, et puis tout simplement on n'était pas encore beaucoup dans le militantisme à ce moment-là, personnellement pas du tout, c'était ma première manifestation, donc en fait on n'avait pas vraiment l'idée qu'il allait y avoir autant de gens. C'était pas non plus notre but à la base, c'était juste de faire entendre notre voix et pas forcément de rassembler le plus de personnes possible. Alors, je sais aussi, parce que vous êtes exprimé dans la préparation de ce temps ensemble, vous êtes exprimé sur le fait que l'on vous a aussi reproché à un moment d'exporter une problématique plutôt afro-américaine dans un espace de République française. Je sais que vous avez même eu des interpellations sur qui êtes-vous? Savez-vous que vous êtes dans un pays qui... voilà, il y a eu des choses comme ça que vous avez mal vécues aussi, et je pense qu'il faut en parler aujourd'hui. C'est vrai qu'au début, on nous a beaucoup dit, mais quelle est la pertinence du mouvement Black Lives Matter en France, alors que c'est un mouvement qui vient des États-Unis? Et c'est une question sur laquelle on s'est penché plusieurs fois pour avoir la réponse la plus complète à apporter. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, les violences policières, personne ne peut les nier et tout le monde est au courant qu'elles ont lieu, etc. Mais des exemples tout simples et concrets, par exemple l'exemple de George Floyd, où tout le monde a été au courant sur les médias, même les médias français qui en parlaient presque tous les jours, alors que quand ce sont des événements qui arrivent en France, personne n'est au courant, comme par exemple l'assassinat de Aboubacar Fofana dans le quartier juste à côté de la Bautière. Beaucoup de personnes, même nantaises, n'ont jamais été informées de cet événement, alors que c'était exactement la même chose que quelque chose qui aurait pu se passer aux États-Unis. Et c'est les mêmes choses que les médias dénoncent quand ça se passe dans d'autres pays que la France. Donc c'est vrai que la France n'a pas le même rapport historique que les États-Unis, mais finalement ce mouvement est tout aussi pertinent parce que c'est tout simplement une lutte contre les libertés et contre le racisme de l'État systémique et contre les violences policières en général. Donc il n'y a pas besoin d'être forcément aux États-Unis puisque ce sont les mêmes choses qui se produisent dans différents pays, que ce soit en France ou dans d'autres pays en fait. Puisque en France même, il y a des violences policières qui arrivent assez fréquemment et plus fréquemment qu'on ne puisse le penser, comme l'affaire d'Adama Traoré qui, elle, a fait beaucoup de bruit puisque sa sœur a permis que cette affaire soit mise en lumière. Sans ça, on n'en aurait jamais entendu parler, tout comme beaucoup d'affaires qui sont aujourd'hui cachées, camouflées par l'État et par les médias. Allez-y. Je que c'est vraiment ce que vous disiez, ce qui fait que les gens peuvent mettre en question la pertinence du mouvement BLM en France, c'est justement parce qu'on est dans un cadre où l'État prêche un universalisme et une invisibilisation des ethnies et des races de chaque personne, alors qu'aux États-Unis, justement, la question de la race, elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus assumée, alors qu'en France, justement, on essaie d'avoir un discours antiraciste en invisibilisant le racisme, en invisibilisant les personnes touchées par le racisme. Alors que c'est pour ça que en France, des gens doivent se demander pourquoi en fait on fait un mouvement antiraciste structurel, alors que clairement on vit les mêmes choses. L'État refuse juste de les nommer en fait. Tu sais, tu m'as présenté en disant un observateur, mais moi c'est en fan que je suis allé voir ce qu'elle faisait. Parce que je n'y croyais pas. Je me disais, mais je trouvais ça extrêmement pertinent, surtout du fait de l'histoire nantaise, du fait de l'existence précisément à Nantes, et sinon on ne pourrait pas parler de tissé métis, de plusieurs communautés, même si, comme justement OM vient de le rappeler, c'est la seule communauté supposée être légitime serait la communauté républicaine, en invisibilisant véritablement les spécificités qui peuvent affecter des femmes, qui peuvent affecter des homosexuels, qui peuvent affecter des noirs, en l'occurrence, il y en a, ça existe. Et le fait qu'il y ait une aussi grande affluence, moi je pense
que c'est le symbole d'un temps de mutation particulier. Il y a plusieurs autres transitions qui sont en jeu et beaucoup de formes d'oppression qui se voient, par exemple sur le plan de la misogynie noire simplement, peuvent également être mises en perspective, surtout dans le travail d'Angela Davis lorsqu'elle parle de femmes, de race et de classe, avec l'oppression que le capitalisme en fait pose sur l'ensemble de manière structurelle. Et lorsqu'on dit ensuite que le racisme est structurel, c'est pas une manière d'accuser individuellement le bon cœur du président de la République ou de la République. C'est comme Karl Marx le disait, en tout cas c'est ce que elles ont dit qui m'a fait réaliser ça tout de suite. Il dit l'infrastructure conditionne la superstructure. Les moyens de production conditionnent la manière dont on rêve, on pense. On ne pense pas de la même manière dans un palais que dans une chaumière. Alors si on a un système qui est très écrasant du fait des rapports économiques qui se traduisent dans le droit et qui régulent les relations entre les gens, ceux qui doivent faire marcher le système, fonctionner le système, sont privés de leurs droits. Ils sont réifiés, ils sont chosifiés. Et à ce moment, la défense contre le communautarisme, la manière dont on a peur du communautarisme en France, à la différence des États-Unis, pour moi, c'est un combat d'arrière-garde. Et à écouter ce qu'elles disent, j'apprends beaucoup sur la façon dont ce qui est vu comme un danger en fait, peut être une ressource pour penser l'humanité de façon à ce qu'on se regarde tel qu'on est et qu'on s'accepte sans se dire « j'ai peur que ce que tu es m'écrase » parce qu'on a un rapport conflictuel. Voilà. Alors, pour relancer le débat, pendant de nombreuses années, Etis et Métis en a fait partie, le militantisme antiracisme, c'était effectivement, et vous l'avez dit, l'universalité. De dire que les races n'existent pas, que les différences n'existent pas. Nous parlons de l'humain. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes issu effectivement de parents de couleur, et ça se voit, c'est quelque chose qui est indéniable. Et vous avez eu toute une décennie d'associations qui ont combattu le fait que vous vous présentiez sous votre couleur de peau. Je vous ai entendu parler, vous employez le mot « racisé ». Ce mot-là a été banni pendant de nombreuses années de ce discours antiraciste. Aujourd'hui, vous le remettez au devant. Je dirais même presque que... alors, pas un étendard, parce que le mot, quand on parle d'étendard, c'est tout le monde derrière ensuite, mais au moins, vous le prenez comme une appartenance. Vous pouvez en dire un peu plus sur effectivement l'utilisation de ce mot et pourquoi aujourd'hui on commence à l'entendre, on l'écrit, on l'a repris d'ailleurs dans l'introduction de ce débat sur nos réseaux sociaux, parce que ça venait effectivement de votre parole et on n'a pas voulu l'enlever. Alors, en fait, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, on est dans une situation où il y a une vraie nécessité, un vrai besoin d'aborder les questions antiracistes et les questions de négrophobie, de racisme en général. Et pour parler de ce qui se passe, on a forcément besoin de mots pour exprimer les phénomènes qu'on subit au quotidien. Et je sais que, par exemple, avant, je me sentais très isolée parce que je ne fréquentais pas, malheureusement, dans mes cercles proches, que ce soit à la maison ou en allant en cours, des personnes qui me ressemblaient, entre guillemets. Et le fait d'arriver, par exemple, sur les réseaux sociaux, où j'ai rencontré Thelma, d'ailleurs, ça a été vraiment une bouffée d'air frais, entre guillemets, pour moi, parce que je suis arrivée dans ce qu'on appelle le Black Twitter, avec les militants antiracistes et afroféministes, et où je découvrais en fait des mots et des articles qui théorisaient ce que j'avais cru observer pendant des années, mais où je me disais t'es parano, c'est pas vrai, enfin tout n'est pas parce que t'es noir ou parce que t'es une femme, et alors qu'en fait énormément de choses, si c'est à cause de ça. Et en fait c'est super important de se dire que ce qu'on vit c'est réel, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose et que ça s'explique en fait. Et ça c'est super important. Le fait que ça s'explique, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose contre ça. Donc on a besoin de mots pour désigner ce qu'on vit. Et c'est intéressant parce que le terme racisé a été vu la première fois dans un ouvrage d'une femme universitaire blanche. Et pendant des années, du coup, il a existé dans le monde universitaire.
Et en fait, c'est à partir du moment où il est repris par les personnes concernées que ça commence à devenir problématique. Donc, moi, je ne sais pas si je peux répondre à ça par une affirmation, mais j'ai plutôt une question. Est-ce que ce qui est problématique, c'est le terme racisé en lui-même, ou est-ce que c'est le fait que ce soit les personnes concernées qui se le réapproprient et qui, du coup, donnent l'impression qu'on accuse quelqu'un ? Parce que on parlait tout à l'heure du fait que que quand certaines personnes se réunissent en communauté, ça pose problème parce qu'on le voit comme un danger. Au lieu de le voir comme justement une manière d'amorcer le débat, justement en créant des espaces safe, comme on dit dans le milieu, de discussion pour poser des mots sur ce qui se passe, guérir de nos blessures et ensuite aller chercher l'intersectionnalité et voir comment est-ce qu'on peut trouver des alliés et voilà, se mettre tous ensemble et pouvoir créer un vivre ensemble. Est-ce que c'est ça qui pose problème ? Parce que ça, du coup, c'est créer un espace de discussion pour ensuite tendre vers une universalité, plutôt que d'être universaliste en se disant il n'y a pas de problème, tout le monde est égal, et dans ce cas-là, en fait, on n'aborde pas le vrai problème. Et à mon sens, c'est ça le problème, entre guillemets, avec le fait de ne pas... de rejeter systématiquement les termes comme le terme racisé. Parce que moi, la définition que je mettrais sur ce mot, c'est un processus, en fait, à travers lequel certaines parties de la population ont été racialisées, voilà. Donc, c'est un système d'oppression autant par les institutions que par les personnes, les politiques, etc., pour oppresser certaines parties de la population. On parlait tout à l'heure de capitalisme, tout ça. Il y a énormément d'enjeux derrière. Mais le point final, c'est que ça résulte en l'oppression de certaines parties de la population. Mais comment est-ce qu'on caractérise ça ? C'est-à-dire que c'est le racisme. Quelqu'un qui est victime de racisme, comment est-ce qu'on l'appelle ? C'est ça, en fait. Et en fait, du coup, ce n'est pas une identité en soi. Je ne sais pas si je le brandis comme un étendard. Je ne suis pas née racisée. Je ne suis pas racisée tout le temps. Il n'y a pas des fois où je me sens... il y a des fois où on constate qu'on est victime de ce processus-là, mais on n'est pas racisé tout le temps. Et du coup, en fait, c'est pas une identité, c'est le résultat de siècles d'oppression, de racisme systémique et de la manière dont certaines personnes me regardent sous le prisme justement d'une société avec des biais racistes, sans même forcément être raciste des fois. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai été complète ou... Comme tu dis, justement, on ne peut pas lutter contre un système, on ne peut pas démonter un schéma, on ne peut pas nommer les différents maillons du schéma. C'est comme ce que tu dis, Célia, clairement. Et puis, comme tu disais, justement, les gens qui refusent le terme racisé aussi, c'est que ces gens-là refusent d'être essentialisés à leur race sociale, alors que finalement, comme tu dis, on ne naît pas racisé, on n'est pas racisé tout le temps. Par exemple, quand je suis en Guyane, parce que je suis d'origine guyanaise, je ne suis pas racisé. Je suis parmi que des gens noirs, alors personne n'exerce sur moi un processus de racialisation. C'est que lorsque je suis dans le cadre d'une structure, d'un État, ou même d'un cercle blanc, dominant, là, je suis racisé. Et justement, les personnes qui rejettent ce terme-là rejettent le fait d'être à jamais victimisé et scellé dans le rôle de victime. Alors que, en fait, je pense que c'est hyper important qu'on ait des mots qui nous appartiennent, des mots qu'on se réapproprie, parce que, en fait, on n'est jamais aussi puissant que maintenant qu'on a des mots pour désigner ce qui nous opprime. Parce que, en fait, plein d'arguments contre nous, plein d'arguments racistes, sont basés sur le fait qu'on soit des sous-êtres qui n'ont pas la capacité d'accueillir l'information nouvelle et qui sont toujours en manque d'éducation. Alors quand on se munit des termes qu'on a utilisés contre nous et qu'on se les réapproprie, qu'on les redéfinit,
et qu'on les brandit comme des choses qu'on a comprises et qu'on a rethéorisées nous-mêmes, c'est là qu'on a le plus de puissance. C'est là que, dans un débat, on a des choses à dire qui sont toujours légitimes parce qu'on est concerné et qui sont surtout irréfutables parce que c'est des choses qu'on a étudiées, c'est des choses qu'on a théorisées. On a un vocabulaire qui nous appartient, on a un vocabulaire militant qui est très très utile dans la sphère militante, mais autre part même, partout où en fait on est minorisé, et malheureusement en France on est minorisé partout. Et enfin, juste, je pense qu'il faut vraiment rappeler aux personnes qui sont racisées ou non et qui se positionnent contre l'usage du terme racisé, qu'en fait on sera jamais aussi puissant que maintenant, qu'on a un vocabulaire, qu'on a des connaissances, qu'on a des théories qui nous appartiennent et qu'on est capable de répondre avec le même aplomb que les personnes qui nous dominent finalement. Et donc voilà, je pense qu'il faut vraiment revoir ça comme on grandit et on bâtit encore plus de richesse intellectuelle, de réflexion, de savoir. Et je pense que c'est très très important en fait. Même si le militantisme c'est pas juste de l'intellectualisme, c'est vraiment, je pense que beaucoup de personnes s'égarent et très vite essentialisent le militantisme à juste un mouvement intellectuel qui se bâtit seulement dans la pensée, alors qu'on est vraiment dans l'action pour le coup. Mais je pense que oui, c'est très important d'avoir une pensée, d'avoir notre pensée et justement de pouvoir l'agrandir dès qu'elle est remise en cause finalement. Dia, je t'interpelle puisque là on va parler du droit. C'est une interrogation sur effectivement la République. La République est une et indivisible. La République a voulu que ses citoyens aient les mêmes droits, qu'ils soient de couleur ou pas. Et pourtant là on sent bien que ces jeunes ont une interpellation, ces jeunes filles ont une interpellation, ne se sentent pas dans le même droit, ou sentent qu'à un moment le droit peut-être ne s'appliquerait pas de la même manière, ou qu'elles ne seraient pas elles vues comme des personnes ayant les mêmes droits. Je ne déforme pas votre parole. Je trouve ça intéressant, parce que parlant de droit, on parle précisément de parole. Et ce que je viens d'entendre, c'est une prise de pouvoir par l'intermédiaire de la reprise du contrôle du sens qui est accordé aux mots qu'on utilise. Célia parlait en disant que, au fond, c'est une question d'équilibre intérieur, de santé mentale et de thérapie, que de se sentir bien avec les gens où on est. Et effectivement, on ne se sent pas racisé ou sexisé si on est dans un environnement où ces rapports ne se construisent pas. Le problème à ce niveau, si on devait parler d'un problème, la spécificité de la volonté de la République d'avoir cette égalité de forme, c'est qu'elle opère comme si c'était une égalité mathématique, une égalité sur le plan logique et abstraite. Lorsque dans les faits, ce dont l'une aura besoin pour sa peau ou pour ses cheveux n'a rien à voir avec ce dont l'autre aura besoin. Alors, proposer le même produit par principe d'égalité, c'est mettre l'une précisément en difficulté. C'est un exemple que je prends pour dire que aujourd'hui, pour moi, c'est même le mot communautarisme qui devrait être réinvesti différemment, de la même façon que, comme disait Césaire, nègre. Le mot nègre, enfin, il n'a pas dit, il a fait simplement. Il a réinvesti d'une autre signification et il n'y a pas d'œuvre plus sublime que Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Donc, à partir de ce moment, dans le contexte historique qui était celui de l'époque d'avant les indépendances, donc de la colonisation, on a bien des militants, des personnes qui ont repris le contrôle de ce qu'on leur disait, de leur souffrance et de leur être. Et à partir de ce moment, elles reprennent le pouvoir. Et je parle en disant elles, parce que ce sont elles que moi j'ai vu en tout cas être à l'origine de ce mouvement. Mais on a vu le fait que plusieurs autres personnes viennent, interrogent précisément sur la perception qu'on se fait du discours de la République, au sujet du communautarisme, comme si c'était un danger, lorsqu'en fait, moi j'ai vu quelque chose où les gens ont manifesté, non pas une lutte contre quelque chose. Parce que j'entends, quand on en parle, beaucoup de contre le racisme, contre ça. Moi, j'ai vu une société qui se crée, différente, sur d'autres bases, sur d'autres manières de voir, de rêver, de penser, de dire que ce qui est proposé comme modèle républicain n'est pas à jeter. On ne jettera pas le bébé et l'eau du bain, mais on doit tenir compte de ce qui vient véritablement des personnes pour qui ce modèle est pensé. De rajouter une chose, tu parlais justement de redéfinir ce qu'est la République et tout à l'heure on parlait du droit. Je me souviens que à l'émission juste avant, donc à l'émission Mes Cultures,
j'avais dit que peut-être qu'il fallait qu'on se pose la question de ce que sont les valeurs républicaines, en fait, au final. Parce que la République, quand elle s'est créée, on remonte très très loin avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À ce moment-là, donc tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça concernait les hommes blancs et les hommes cis hétérosexuels. Et du coup, ça concernait pas les femmes, ça concernait pas les personnes homosexuelles et ça concernait encore moins les personnes noires qui étaient réduites en esclavage dans les colonies françaises à ce moment-là. Donc peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on arrête d'être réfractaire à toutes les formes de changement et qu'en fait, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a un d'aussi grand mouvement, pourquoi est-ce qu'il y a un aussi grand cri de la jeunesse sur les différentes identités, en fait. Parce que c'est ce que j'ai cru observer, en tout cas avec les personnes qui sont venues à notre manifestation, c'est qu'il y avait un grand problème d'identité. En fait, on a l'impression qu'on ne peut pas être à la fois français et à la fois enfant d'immigrés ou immigrés sans qu'il y ait un conflit, en fait, alors que au contraire, c'est censé être une richesse, mais on a l'impression que, par définition, si on épouse notre africanité, du coup, là je parle pour moi, mais si on épouse notre africanité, ça trahit les valeurs de la République. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est juste pas vrai, en fait. Et du coup, là, on parle du droit. Le rapport de 2017 du Défenseur des droits disait qu'on avait 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police si on est un jeune homme noir ou maghrébin ou en tout cas perçu comme tel. Et du coup, c'est ça que je dis. C'est là où du coup on constate dans notre vie quotidienne que le simple fait qu'on ne paraisse pas comme français de souche, j'aime pas cette expression, c'est trop bizarre, mais ça donne l'impression qu'on est difficilement... que vous ayez une particularité visuelle. C'est ça, qu'on ait une particularité visuelle, tout simplement, et ça nous met comme potentiel traître de la République. Et ça, c'est super violent, quoi. Et c'est tous les jours. Tout à l'heure, Dia, je crois que tu parlais des cheveux. Ah oui, non, mais si, quand je suis arrivée en France... c'est un sujet qui a été très difficile pour moi. Parce que, en fait, tout est une violence quotidienne. Vous êtes arrivé enfant, donc effectivement, vous avez découvert très jeune. Très jeune. Donc, je suis née au Cameroun, où forcément, je me sentais pas différente. Je me sentais pas racisée, voilà. En plus, j'étais une enfant, donc... j'avais pas la conscience je constituais pas l'autre par sa différence. Et du coup, on va au salon de coiffure, et bien... Les coiffeuses refusent de nous prendre parce qu'elles ne savent pas traiter nos cheveux, alors que plus tard, on apprend que si on veut ouvrir un salon de coiffure pour coiffer des personnes noires, il faut apprendre à coiffer les cheveux des blancs. Ou alors, on veut acheter un pansement couleur chair, ça n'existe pas. Couleur chair, il n'y a pas notre couleur de peau. Ou alors... le nuancier n'a pas été créé. Le nuancier n'a pas été créé. Ou alors on achète une crème solaire et en fait on découvre qu'elle est teintée mais c'était pas noté sur le truc parce qu'on part du principe que ce sont les personnes blanches qui vont l'utiliser et du coup on met pas... on le note pas parce que du coup... une personne noire, du coup, apparemment, on ne met pas de crème solaire. Et du coup, quand on en met, on se retrouve gris. Et c'est des exemples tout bêtes, mais chaque petit truc comme ça est une violence quotidienne. Et du coup, c'est ce qu'on disait, l'égalité, bien sûr, il faut aspirer à l'égalité. On ne demande pas à être mieux traité que d'autres personnes, mais peut-être que pour atteindre l'égalité, il faut d'abord passer par un traitement par équité. Et du coup, prendre en compte les situations particulières de chacun pour soulever et mettre tout le monde au même niveau. Et les politiques sociales, de toute façon, on sait tous, je pense que personne ne remet en cause l'idée de classe, et du coup, il y a des politiques sociales particulières pour ça. Et peut-être qu'il faudrait prendre ça aussi en compte. C'est ma vision. Alors, en ce qui concerne les produits, je dirais que vous interpellez plutôt la commercialisation et puis le rapport économique de vente d'un produit. On voit qu'aujourd'hui, ça commence à évoluer. On le voit. C'est aussi parce que les minorités sont plus visibles. Il y a des choses qui évoluent. Vous avez parlé des produits notamment de coiffure, des produits crème, etc. Mais on est encore très loin du compte. Et est-ce que ça n'est pas plutôt résumé par le fait qu'il n'y a pas de profit à faire sur ce type de produit ? C'est très intéressant, ouais.
En fait, les femmes noires avant dans la cosmétique n'étaient pas considérées comme un marché intéressant. Ce qui est bizarre parce qu'en fait, c'est presque comme si, parce qu'on est noir, on ne veut pas être désirable, ou en tout cas on n'est pas désirable pour les autres. Et puis, si on met une affiche avec une femme noire dessus, les personnes ne vont pas se reconnaître, ou je sais pas, il y a plein d'enjeux comme ça, et du coup on n'était juste pas considéré comme un marché, alors qu'en fait on achète énormément de cosmétiques, de produits pour les cheveux, tout ça, et je pense aussi que c'est parce que comme vous disiez, c'est par rapport à comment dire, j'ai oublié ce que je disais. Au profit. C'est par rapport au profit, et du coup tout à l'heure on parlait de capitalisme justement. C'est que on est minorisé, du coup on est invisibilisé, et du coup on fait pas particulièrement attention à nous, même sur ce plan-là. Alors que, malheureusement pour certaines personnes, on existe dans la société. Donc peut-être qu'il faudrait commencer à nous prendre en compte sur des choses aussi banales que ça. Mais même si c'est qu'un aspect économique, entre guillemets, ça fait quand même partie de la vie quotidienne des gens. On est dans une société de consommation, et en fait, même dans la chose la plus basique qu'est le fait de consommer, on est exclu de la société. Et ça, c'est terrible. Tia, tu voulais réagir? Et Wen ensuite? Oui, si tu permets. Parce que moi, lorsqu'on parle là, de commerce, on oublie de dire que la façon dont on pense l'acte commercial est sujet aux préjugés qu'on a et à l'idée qu'on se fait. Et que c'est précisément un lieu où le concept de minorité, c'est vraiment une minorité de statut. C'est pas le nombre de clients, parce que de toute façon, ils vont se débrouiller. Et ils vont s'arranger. Mais ça veut dire que ce qu'on enseigne inconsciemment, avec cette infrastructure dans laquelle on vit sur le plan justement économique et industriel, c'est qu'il y en a qui... c'est pas grave pour eux. Et ceci poussé plus loin fait qu'un sans-papier est perçu comme c'est pas grave. Et que des gens meurent dans la Méditerranée, mais on a du mal à ressentir quelque chose, à avoir cette empathie. Mais c'est construit. On est tous affectés et malades de racisme à la limite, précisément parce que le racisme, à mon sens, est une construction sociale qui vient pour soutenir un certain ordre du monde qui, à mon sens, aujourd'hui, non seulement est dépassé, mais en plus, lorsqu'on parle, par exemple, moi j'ai Thelma qui est là, ou Célia, mais il faut se dire, elles sont françaises et elles ont la capacité d'avoir un accès sans faire la guerre, sans déplacer des armées au Mali, au pétrole, au diamant. Ça veut dire que ce sont des Françaises qui sont beaucoup plus entre griffes de souche dans la mesure où, sur le plan économique, si on veut parler de ça, mais il y en a qui ont des ascendants qui ont construit la France depuis les cales de navires négriers. Il y en a d'autres dont le pétrole à Cribé continue d'alimenter... Enfin, je ne veux pas aller trop loin, mais parce qu'on ne parle pas... Je ne suis pas en train de me mettre dans une posture de politique, mais c'est politique ce dont on parle en fait, même si ce sont des actes du quotidien et qui sont vécus comme... Et aux États-Unis, c'est bien entendu comme des problèmes de santé mentale et de thérapie, les questions comment le complexe industriel et carcéral, je crois qu'on appelle ça, tu vois. Toutes ces questions, je pense aujourd'hui en France, se posent et ne sont pas formulées. On ne met pas les mots dessus. Il y a quelques rares personnes, Rokhaya Diallo en fait partie, qui sont des voix autorisées pour en parler. Mais il y en a tellement. J'ai Franco Lolia. Ou qui s'autorisent. Oui, qui s'autorisent, effectivement. Et il y en a tellement qui se sont saisis de ce moment pour dire il y a des problèmes de reconnaissance qui se posent. La reconnaissance sur le plan culturel, sur le plan symbolique au départ. De dire des œuvres d'art qu'on prend à une population, est-ce que ça ne fait rien? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas un pansement qui correspond à plusieurs différentes catégories de personnes, est-ce qu'on considère dans la République avec l'égalité qu'elle met en place, est-ce qu'on considère que ça ne fait rien? Et je finis en disant Jean-Marc Ayrault à ce niveau, pour moi, c'est quelqu'un, après, à rebours, je me dis, il avait quand même vraiment la vision. Hein. Alors que quand je suis arrivé à Nantes, je me disais, mais non. Non. En réalité, il parlait, il disait, c'est la voix de ces jeunes, il faut l'écouter, en fait. Et il le dit là, la mairesse actuelle de Nantes, elle était élue à la jeunesse. Je crois qu'il y a une attention qui est portée sur la jeunesse, mais je crois qu'il y a un défaut d'attention porté à la question de l'équité dans le traitement au quotidien de cette jeunesse. Alors je rappelle, puisqu'il est cité, Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes, ancien Premier ministre et aujourd'hui président, me semble-t-il, de la Fondation contre l'esclavage. Et puis Johanna Roland, actuelle maire de Nantes, qui était donc adjointe à la jeunesse. Wen ? Désolé, c'était pas la plus belle. Non, mais comme on les a cités, je redonne leur nom.
Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, mais du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Justement, dans le truc on dit toujours c'est pas grave, parce que les gens, au-delà de ne pas pouvoir se mettre dans nos bottes, ne veulent pas se mettre dans nos bottes dans tous les cas. Et puis, en fait, c'est encore là que le langage est très utile, parce qu'on théorise des choses comme le traumatisme générationnel, qui est un fait. Vraiment, quand on hérite d'une famille d'ascendants qui ont vécu, d'ascendants et d'ascendantes qui ont vécu des traumas comme l'esclavage, comme la traite négrière, comme la ségrégation, comme la colonisation tout simplement, l'amas de stress, l'amas de souffrance, l'exclusion, c'est des choses qui sont tellement fortes que ça s'inscrit dans l'ADN des gens et des jantes et qui se transmettent. Et donc, aujourd'hui, nous, on est afro-descendantes et on descend de personnes qui ont subi ces traumas-là. Et en plus d'avoir à lutter avec les conséquences de ces systèmes-là, on doit aussi gérer la charge mentale d'avoir, pour certaines, hérité, même psychologiquement, de ce que nos ancêtres ont vécu. Et je pense que là aussi, je pense qu'il faut le rappeler encore et encore que, au-delà d'être un système et d'être écrit sur un papier et d'être dénoncé comme une forme d'oppression, c'est une chose qui est vécue par des gens, qui fait souffrir des gens, qui mène des gens à d'autres traumas qui se véhiculent encore sur les générations. Et en fait, tant qu'on ne va pas casser ce système-là, ce sont des choses qu'on va continuer à combattre, mais surtout qu'on va continuer à subir comme d'énormes souffrances, comme des exclusions, et tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on dit, les choses banales du quotidien, comme chercher des collants couleur chair qui sont forcément beiges. C'est juste, encore une fois, le rappel de peu importe où tu seras, ta place n'est pas là, tu n'es pas chez toi, tu n'as pas ta place, tu ne peux pas exister. Et en fait, partout où on va, que ce soit dans une sphère politique, dans une sphère personnelle, dans une sphère militante, on va toujours être envoyé au fait qu'on n'est pas censé exister là où on est. Et je pense que c'est important de rappeler ça, que en fait, même si ce sont plein de petites choses qui ne sont rien, entre guillemets, qui ne sont pas graves, quand on les additionne, ça fait un système. Ça fait un système qui fait une barrière immense entre nous et le reste du monde, entre nous et l'intégration, entre nous et le respect, en fait. Et voilà. Thelma ? Pour donner des exemples concrets pour illustrer les propos de Wen, je peux parler de mon expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait pendant à peu près 10 ans de la danse classique et je n'ai jamais réussi à trouver des collants qui correspondaient à ma couleur de peau. Donc c'était un problème lors de toutes les représentations, de tous les galas de danse où ça faisait tâche par rapport aux autres filles parce qu'on voyait bien une différence entre ma couleur de peau et les collants. Et quand on se rendait compte que sur le marché, pour s'en procurer, il fallait payer des sommes astronomiques par rapport à ce qu'on peut trouver dans toutes les boutiques comme Decathlon ou Intersport, etc. Enfin, c'est des choses, au final, qu'on cite de petites choses, mais finalement, 1 + 1 + 1, ça commence à faire beaucoup, même quand on veut trouver un fond de teint ou couleur de peau. Enfin, de moins en moins maintenant avec le développement de nouvelles marques, mais surtout américaines. On se rend compte que c'est des problèmes qu'on subit au quotidien, parce que pendant un moment, c'était impossible que je trouve un fond de teint qui allait à ma couleur de peau. Il fallait toujours faire des mélanges. C'est des exemples bêtes, mais finalement, dans la vie de tous les jours, ça commence à peser petit à petit. Même les crèmes pour les cheveux qui sont beaucoup plus chères quand c'est pour des cheveux dits crépus ou des cheveux compliqués à coiffer. Même sur des marques qui faisaient des shampoings pour les cheveux souples et les cheveux crépus, on voyait des différences de prix qui allaient jusqu'à 2 ou 3 euros. Comme ça, c'est rien, mais au bout d'un moment, ça commence à faire de plus en plus. Et c'est des choses qu'on subit tous les jours et auxquelles on est confronté vraiment au quotidien. Je vous remercie parce que le dire aujourd'hui, c'est aussi que des personnes vont l'entendre. C'est facile, quelque part, de montrer du doigt, mais c'est difficile de comprendre les choses. Et là, vous le dites de manière naturelle, donc merci pour ça. Alors, moi, j'ai une interpellation à vous faire. Que dites-vous aux personnes qui vont vous interpeller sur le fait que vous parlez de colonialisme, vous parlez d'esclavage, vous parlez d'une histoire qui est loin de vous, vous êtes jeune, on est à plusieurs générations, à Nantes, on a fait un mémorial de l'esclavage, il y a du travail qui est fait, à Bordeaux, à Paris. Pourquoi aujourd'hui en parler ? Pourquoi, dans le mouvement BLM, le mettre sur la place publique, quelque part ? Alors déjà, tout à l'heure, Wen parlait du traumatisme transgénérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on porte forcément les stigmates de ce qu'ont vécu nos ancêtres. C'est-à-dire que
une famille qui a été traumatisée, que ce soit par l'esclavage, la colonisation, la traite négrière, va forcément souffre et va donc forcément transmettre cette souffrance à leurs enfants, que ce soit de manière génétique ou par exemple par certains traitements qu'il va y avoir avec les enfants ou le manque d'amour ou de possibilité d'attachement qui vont forcément créer des enfants traumatisés qui vont reproduire ça en fait. Et déjà, du coup, nous, on se retrouve forcément au milieu de ça. Et donc, on est héritier de ça. Et c'est un peu à nous, en fait, de briser ce cercle vicieux dans la mesure où on a enfin les clés pour s'en rendre compte et se rendre compte que c'est pas possible de continuer comme ça, qu'il faut pas continuer comme ça. Ensuite, si on enseigne l'histoire, pourquoi on enseigne l'histoire à l'école ? C'est parce qu'il y a certaines choses, déjà, soit qui nous glorifient, donc qui créent l'identité d'un pays, une fierté autour de laquelle on peut tous se rassembler, ou au contraire, certaines choses qui sont là pour montrer qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Et là, je pense particulièrement du coup à la Shoah, par exemple, ou à l'esclavage. C'est pour montrer l'horreur qui s'est passée et dire il faut qu'on apprenne de ça et qu'on fasse en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc maintenant, on a reçu des commentaires sur la page Facebook et Instagram. Oui, pourquoi vous parlez de ça ? Moi, je n'ai pas été esclavagiste. Vous n'avez jamais été ramasser le coton. Vous n'avez pas été réduit en esclavage. Pourquoi est-ce que vous ramenez ça sur le tapis ? Déjà parce qu'il faut qu'on apprenne de l'histoire. Et malheureusement, certains actes aujourd'hui montrent que certaines personnes n'ont pas appris de l'histoire. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça qu'on parle de mémoire de l'esclavage. Il faut que justement on garde cette mémoire et qu'on se rende compte qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas qu'elles se reproduisent. Ensuite, comment dire ? Certes, on n'a pas ramassé le coton et la personne n'a pas été réduite en esclavage, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne vit pas toujours le racisme. Le racisme a pris beaucoup de formes insidieuses dans notre vie quotidienne. On parlait de misogynie noire. Il y a encore le racisme à l'état pur, même si c'est un peu plus rare qu'il soit directement visible. Mais par exemple, il y a le colorisme. Moi, je suis née au Cameroun, comme je le disais tout à l'heure. Le colorisme est encore extrêmement présent dans notre société. Et il tue, en fait. Il tue. Avec certaines femmes qui se décapent la peau avec des produits extrêmement toxiques qui provoquent des cancers ou plein de soucis de santé. Certaines femmes qui prennent des pilules chimiques pour que leur enfant naisse plus clair. Ça a quand même des conséquences très dangereuses, tout ça, parce que ça a créé le racisme a créé une haine de soi. Donc, c'est des choses qui ont toujours des conséquences aujourd'hui et qui ont des conséquences sur nos vies à nous. Et donc, encore une fois, non, je n'ai pas ramassé le coton ou la canne à sucre, mais je suis toujours victime de ce qui s'est passé il y a des centaines d'années. Dans une forme différente, certes, mais qui m'affecte toujours, qui affecte des personnes autour de moi, que ce soit ma famille, mes frères et sœurs ou des enfants si je décide d'en avoir. Et ça, c'est à nous de briser le cercle. Et donc, vous, personnes qui certes n'avez pas choisi de naître blanc ou de naître d'une autre couleur, eh bien, malheureusement, vous vous retrouvez aussi responsable de ça. Dans la mesure où moi, je n'ai pas choisi d'être noire et d'être traitée différemment et de subir le racisme, vous n'avez pas choisi d'être blanc et et du coup d'être porteur d'une certaine histoire. Ça ne veut pas dire qu'on vous accuse d'être esclavagiste ou d'être pro-esclavage. Mais malheureusement, c'est un devoir citoyen et républicain que d'être antiraciste. C'est-à-dire que c'est le devoir, en fait, en tant que citoyen, qu'importe notre couleur de peau, qu'importe notre situation, d'être antiraciste, d'être contre le sexisme aussi, contre l'homophobie, tout simplement en qualité de citoyen de la République française qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc si, malheureusement, des personnes qui me ressemblent portent encore les stigmates de ce qui s'est passé il y a longtemps, eh bien c'est notre devoir à tous de faire en sorte que ça cesse tout simplement. Et pas en qualité de personne qui est directement réduite en esclavage, mais en tant
que citoyen, tout simplement, en fait. C'est une question d'empathie et de vivre ensemble, tout simplement. Si je peux juste rappeler quelque chose pour compléter ce que tu as dit, c'est que à l'école, au collège et au lycée, il y a quelque chose qui nous a enseigné, c'est le devoir de mémoire. Se rappeler de ce qui s'est passé avant, et c'est quelque chose qui nous enseignait plus particulièrement pour la Shoah ou l'esclavage. Et de mettre de côté le colonialisme, c'est juste prouver qu'en fait l'État a du mal à reconnaître sa part, son implication dans les événements passés en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est important de le rappeler, et tout simplement en tant que personne pour se reconstruire, ça fait du bien, je peux dire ça comme ça, de savoir que tout le monde reconnaît que ça a existé, et d'aujourd'hui se rendre compte que c'est des choses qu'il ne faut pas reproduire tout simplement. Ouais, et je rajoute juste, il y a un ministère de la mémoire et on a un mémorial de l'esclavage. Et pourtant, on est toujours dans l'impression que c'est pas assez. C'est-à-dire qu'il y a un réel besoin de réparation. Et c'est une question sur laquelle on voulait travailler avec le collectif. Et je te vois hocher la tête parce que je sais que c'est ce que tu voulais dire. En fait, c'est très important, déjà la reconnaissance du traumatisme que ça a créé et que ça crée toujours. C'est important parce qu'on est des êtres humains et on a des émotions. Donc forcément, savoir qu'on reconnaît ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé, c'est super important. Après, il y a besoin de réparation. C'est-à-dire que c'est bien de dire oui, de reconnaître que oui, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Ce qui déjà est arrivé super tard, mais soit, c'est un autre débat. Je le rappelle que c'était il y a moins d'1 an que l'Union européenne a reconnu que l'esclavage est un crime contre l'humanité, mais nous n'allons pas tenir de grief. Passons. En fait, il faut réparer en fait les dégâts qui ont été causés parce que ces dégâts ont, comme je le disais, toujours un impact sur les vies des personnes. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de l'impact sur la santé mentale, mais aussi un impact économique énorme, très puissant. Quand on regarde les anciennes colonies, qui d'ailleurs pour certaines, on se demande si elles ne sont pas toujours traitées comme des colonies où les personnes en fait qui y vivent ont l'impression d'être des citoyens français mais de seconde zone, et ben c'est super grave quoi. Est-ce que c'est normal, qu'on aille par exemple en Martinique ou en Guyane, je suis désolée là je parle pour toi du coup, où en fait on vous dit que vous êtes des citoyens français, et là j'ai un exemple hyper probant. On vous dit que vous êtes des citoyens français, et quand vous venez en métropole et que par exemple vous voulez aller au musée et on vous dit désolé, c'est gratuit que pour les jeunes français. Ah, c'est super grave quoi. Ça crée un impact en fait économique très puissant, avec par exemple la situation d'Haïti ou de d'autres anciennes colonies européennes qui se retrouvent à devoir rembourser les États pour avoir aboli l'esclavage, ou l'impact de la colonisation au Cameroun, on le voit encore. Il y a énormément de travail à faire. Nous, à notre échelle, franchement, je pense pas qu'on va commencer à demander des réparations au niveau de l'économie, parce que je pense que ça nous dépasse. Mais rien que, par exemple, travailler sur le mémorial de l'esclavage, ou travailler sur la manière dont on enseigne l'histoire à l'école, faire venir des intervenants, comme par exemple, je pensais à... moi, pendant mon cycle de lycée, j'ai eu l'honneur d'assister à une conférence d'une personne qui a été rescapée de la Shoah. Et ça, c'est des discours qui sont hyper importants. Et je pense que notre jeunesse devrait avoir des témoignages de tirailleurs sénégalais, par exemple, ou de personnes, de personnes qui ont directement vécu ces périodes-là, ou en tout cas qui en portent les stigmates, ou qui ont des histoires à partager. Et je pense que c'est comme ça, en fait, en travaillant sur la jeunesse, parce que malheureusement, on ne va pas dire à un adulte qui est déjà raciste et qui a construit son idéologie, arrête d'être raciste, voilà. Mais avec la jeunesse, leur montrer la richesse, en fait, que crée la différence, et planter la graine, justement, du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre, de montrer que la différence c'est une richesse et qu'il ne faut pas avoir peur de la différence, quoi. Je pense que c'était un peu ça aussi le but de l'émission Mes Cultures, c'était de montrer que voilà, la France aujourd'hui, et heureusement à mon sens, grâce à la mondialisation et d'autres choses, est composée de plein de cultures différentes.
Et même si certaines personnes ont peur que ça altère ce qui pour eux est la culture française, et au contraire, c'est une richesse. Et je pense que c'est dingue, mais eux, ils n'ont pas eu peur quand ils sont arrivés en Afrique pour la colonisation que ça efface la culture des pays qui étaient déjà là, en fait. C'était un objectif. C'était un objectif. C'est trop long, il y a trop de choses à dire, je pensais que je vais me lancer là-dedans, mais voilà, c'est hyper important en fait de reconnaître la présence des différentes communautés entre guillemets en France et d'apprendre à vivre ensemble et à partager notre culture et faire peut-être, de la célébration de la culture plutôt que de l'appropriation culturelle ou je sais pas. Parce que il y a un autre problème aussi avec... il y a plein de débats autour de ça, mais voilà, je vais pas rentrer dedans. Mais ouais. Alors avant de te passer la parole, Célia a cité 2 fois là dans la petite heure qui nous a rassemblés, a cité 2 fois l'émission Mes Cultures. Je voudrais juste rappeler que Mes Cultures est un nouveau cycle autour de la jeunesse que Tissé Métis vient de lancer, avec notamment 2 émissions et puis des reportages qui se sont faits sur des jeunes et leur culture, leurs pratiques culturelles. Et c'est un cycle qui va se dérouler de 2022 à 2024. Voilà, sur 3 ans, autour de Mes Cultures, comment on se construit, comment on pratique, quelles sont, on va dire, les bases culturelles, qu'est-ce que l'on a en mémoire, qu'est-ce que l'on s'approprie, qu'est-ce que l'on pratique, et comment la jeunesse s'approprie des cultures pour que ça devienne sa culture. Et on va peut-être réussir à démontrer ce que vous venez de citer, ce que vous venez de développer, c'est-à-dire que les cultures sont multiples. On n'a pas une culture identitaire par rapport à sa couleur de peau ou par rapport à ses origines, etc. On se construit. Et Tissé Métis va donc travailler sur ce sujet-là. Voilà, je te passe la parole. On se construit, on se reconstruit. Moi, là, vous avez vu et compris et entendu pourquoi j'ai une grande admiration pour le propos et pourquoi, au moment où je les accompagnais, même si au départ, où je venais dans les marches, même si au départ je me demandais vraiment si ça n'était pas une forme de radicalisation un peu extrême. Non, mais j'ai trouvé ça simple, vraiment. Non, mais j'ai trouvé que c'est sain. C'était indirect dans la pensée. Pardon, oui, vraiment. Pour moi, là, quand je dis c'est sain, c'est que vous soignez les gens, en fait. Vous soignez des gens qui étaient là avant vous, vous soignez des gens qui viendront après, parce que ceux qui succèdent procèdent de ceux qui précèdent. Comment est-ce qu'on veut pouvoir parler de réparation si on nie ce qui est à réparer ou si on l'occulte ? Et là, je vais vraiment directement aller là où je veux. Parlant de globalisation, justement, la France est dans une position que la Chine n'a pas, la Russie n'a pas, l'Allemagne aimerait avoir éventuellement, vu la technologie qu'ils ont, s'ils avaient les hommes, les personnes qui sont en capacité de parler avec l'Afrique, où tout le monde veut aller prendre de l'uranium, du diamant, tout ça, et où pour l'instant, dans la manière dont c'est fait, ça procède encore des 2 révolutions industrielles précédentes, donc de l'esclavage pour la première et la colonisation pour la seconde révolution industrielle. On est dans la 3e révolution industrielle. On parle de blockchain, on parle de crypto-monnaie, on parle d'autres manières de fonctionner. Il y a des combats vraiment d'arrière-garde. Sans rentrer sur l'économique, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la couleur de peau ou les groupes ou les communautés comme on les présente, mais pour revenir à ça. La réponse qui est par exemple apportée à un problème vient de les idées qu'on a laissées en soi. J'entendais ces dames parler en disant que lorsqu'elles se sont construites, il y a des choses qui les ont marquées, il y a des choses qu'elles ont honorées et qu'elles ont prises pour être siennes, mais il y a d'autres qui les ont blessées et qui font qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de réparation, ce qui est à réparer, c'est le réflexe qu'il y aurait pour quelqu'un lorsqu'il parle de l'aéroport Félix Éboué, de dire « je vais en France ». Comme si la Guyane, c'était pas la France. Et qu'à la météo, quand on fait la météo de la France, en fait, il n'y a pas la Martinique. C'est ça qui est à réparer. Et à partir de ce moment, lorsqu'on parle de globalisation, je dis par exemple la réponse qui est apportée aujourd'hui à la pandémie universelle, là que tout le monde traverse, c'est quelque chose où l'humanité doit se sentir unie, justement. Mais le type de réponse est univoque. Ça veut dire, ici, il y avait des druides. Ici, il y a des gens qui pensent la thérapie différemment. Il y a d'autres manières de faire. Et moi, je viens du Gabon, là. Il y a 3 jours, j'étais au Gabon. Eh bien, on considère que la médecine doit être préventive, par exemple. Donc, régulièrement, on va faire un genre de sauna avec des écorces particulières.
Ça, dire ça, c'est « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Il déraille. On n'entend même pas ça. C'est réifié. Et à la limite, celui qui sait que c'est possible invisibilise ça de lui-même. Ce que je dis, lorsque je parle d'hospitalité intellectuelle et culturelle, c'est que ça n'est pas possible de construire un universalisme simplement de forme sans tenir compte des spécificités des gens. Il y en a qui sont des descendants de familles de naturopathes et ils sont en Bretagne. Et quand ils posent sa main sur ma main, je n'ai plus mal. Est-ce que ça n'existe pas parce que simplement, dans l'universalisme où on est, ça n'est pas reconnu. Et là, je sors justement des catégories de race, mais pour dire qu'au final, la communauté, si elle n'est pas reconnue sur le plan anthropologique comme un vécu, comme quelque chose qui se vit, et si on traite les problèmes simplement du point de vue juridique et abstrait, on ampute symboliquement beaucoup de jeunes qui construiraient la France au lieu de la détruire si on ne leur reconnaît pas cette souffrance. Alors on a découvert plein de choses sur ce qui vous anime, pourquoi on en est arrivé à un Black Lives Matter nantais. Demain, c'est quoi demain, votre mouvement? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous pouvez aussi lancer un appel aux gens pour vous rejoindre sur certaines manifestations. C'est quoi maintenant Black Lives Matter Nantes? Ou demain? Alors, on a déjà mené plusieurs actions. Justement, on parlait tout à l'heure du fait que éduquer les gens et exercer le devoir de mémoire, nous aussi, en transmettant ce qu'on sait et en écoutant aussi ce que les gens nous disent, parce qu'on en a beaucoup à apprendre. On trouve ça important. Du coup, on a organisé une manif après l'appel national contre la loi confortant les principes de la République. Donc il y avait un appel national qu'on a suivi, donc on a organisé une manifestation à Nantes avec le collectif Nantes en commun. Juste avant ça, on a organisé justement une après-midi de décryptage de la loi afin que tout le monde puisse se munir des articles, puisse vraiment comprendre foncièrement en quoi cette loi est entièrement islamophobe et raciste et sexiste. Il y en a beaucoup. Et donc voilà, c'est la dernière action qu'on a faite. Avant ça, on avait aussi décidé de se réapproprier le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, et pas de la femme, comme on entend souvent, qui est une date qui a clairement été célébrée très souvent, qui est devenue une date nationale, internationale, et qui clairement était monopolisée par des personnes blanches. Toutes les institutions qui se munissaient de cette date-là n'appelaient jamais à l'intersectionnalité, à l'afroféminisme, mais simplement même implicitement au féminisme blanc, bourgeois, civilisationnel, comme François Fargas le nomme. Et donc on a décidé de se rapprocher cette date-là parce que nous sommes aussi perçus comme des femmes, nous sommes aussi sexisés, nous sommes aussi victimes de sexisme, de misogynie noire. Et donc on avait besoin de se munir de cette date-là. Donc on a aussi co-organisé un 8 mars avec une organisation intercollective nantaise. Juste avant ça, on a participé à plusieurs manifestations contre la loi sécurité globale. D'ailleurs, ces mobilisations se sont un peu appauvries à Nantes parce que on va pas justifier pourquoi, mais c'est juste que c'est appauvri. Et je me souviens que quand on préparait l'émission, vous aviez dit que pour qu'un mouvement se pérennise, il doit s'ouvrir en fait à d'autres horizons. Et je pense que c'est ce qui a été le problème avec le mouvement contre la loi sécurité globale à Nantes, c'est qu'il a été très fermé aux syndicats et il n'a pas su appeler les personnes principalement concernées en fait, pour compléter ce que tu disais. Et en fait, du coup, en ce qui concerne l'avenir du mouvement, je pense que ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est surtout la notion d'éducation populaire, comme on fait aujourd'hui en fait. C'est-à-dire donner accès en fait à des connaissances, à des clés de compréhension auxquelles on n'a pas forcément accès, même si c'est vrai que les questions antiracistes ou raciales entre guillemets en général sont extrêmement présentes dans le débat public. Et ben en fait c'est simplement pour faire du sensationnalisme et pour créer des polémiques. Et en fait on souhaite sortir de ça. En donnant, tout simplement en éduquant, en donnant des connaissances aux gens pour parler de ces choses qui leur tiennent à cœur, mais de manière saine,
en sortant justement des débats actuels qui sont très nocifs pour la santé mentale. Et ouais, du coup, nous aussi, on est en plein dedans parce que nous aussi, le fait de parler de ça, c'est assez épuisant pour nous. Et on voulait aussi, on avait été abordé par l'association Trust. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une association qui travaille avec les jeunes filles de la Bautière. Et malheureusement, on n'a pas pu reconduire ça, mais je pense que ça va être impératif de le faire dans les plus brefs délais. Mais c'est une association en fait qui travaille sur la confiance en soi. Comment est-ce qu'on se construit en fait quand on est une jeune fille immigrée ou descendante d'immigrés et qu'on grandit dans les quartiers populaires, avec tout ce que ça implique de sexisme, de misogynoir, de racisme. Et ça, c'est super important pour nous de travailler à l'échelle locale et d'aider les personnes de manière individuelle et directe. Et donc l'éducation populaire, le travail avec les personnes qui vivent dans les quartiers ou même pas dans les quartiers, voilà. Et peut-être plus tard, voire plus grand, à l'échelle de la municipalité. On a beaucoup parlé du mémorial de l'esclavage, peut-être participer à un travail dessus. On a très vite fait aborder la possibilité de faire un projet autour de ça, d'inviter des abonnés à visiter le mémorial avec nous et à peut-être rechercher des manquements ou des choses qui sont mal dites. On a plein de suggestions et ensuite peut-être contacter Monsieur Jean-Marc Ayrault, on ne sait pas. Ça pourrait être des choses qui sont très intéressantes. Il y a énormément de choses à faire, comme quelqu'un l'avait souligné une fois, je me souviens plus c'était qui, donc je ne veux pas créditer la personne, mais à Nantes, l'Afrique est partout, mais on ne la voit pas. La maison de l'Afrique, l'éléphant, le hangar à bananes, et c'est super dommage en fait que notre culture soit présente là et qu'en fait on n'y ait pas directement accès, même si en fait elle est là mais on n'y a pas directement accès, et travailler sur ça justement, montrer comment l'Afrique est présente à Nantes et comment est-ce qu'on peut célébrer justement cette culture. Alors vous pouvez vous rapprocher d'Afrique Loire qui a fait un travail intéressant sur la présence de l'Afrique dans l'urbanisme sur la ville de Nantes. D'ailleurs, c'est un travail auquel on a collaboré, puisqu'on a soutenu les 2 expositions qui ont été créées. Un travail très, très intéressant. Il y a effectivement, on n'est pas encore dans une grande visibilité, mais il y a un travail de fond qui est fait sur la présence de l'Afrique à Nantes. Mais je crois que ça va bien au-delà des monuments et des rues. Il y a son histoire, effectivement. On parle du mémorial de l'esclavage, mais on a le quai des Antilles, etc. On a eu un port. Il y a le Tonkin. Il n'y a pas que l'Afrique. Il y a d'autres pays aussi qui sont nommés dans toutes ces rues. Il y a toute une histoire autour de ce port. Et je pense qu'il sera très intéressant, effectivement, que des personnes comme vous puissiez vous rapprocher de ceux qui ont déjà fait un travail et de le compléter par votre vision, qui est une vision, on va dire, actuelle, plus jeune, avec peut-être une autre façon de voir et de penser les choses. On va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je tiens à vous remercier tous parce que c'est très enrichissant. C'est, je pense, quelque chose qui va permettre aussi pédagogiquement de faire comprendre votre mouvement. Je vous souhaite de durer dans le temps. Comme je vous l'avais dit, entre la structuration et l'ouverture, ça va vous permettre effectivement d'exister. Tissé Métis sera à vos côtés. N'hésitez pas à nous interpeller. On en profite une dernière fois aussi pour remercier la Maison de l'Afrique de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je pense que c'était le bon lieu pour être ensemble avec cette magnifique œuvre d'art qui, à l'ouverture, avait été présentée. Alors, j'ai plus en mémoire, mais il me semble qu'elle venait du Bénin, me semble-t-il. Et puis, je voudrais remercier donc la ville de Nantes, Nantes Métropole, bien sûr, pour le financement de ce cycle université, le CGET 44 qui nous accompagne dans le cadre de la politique de la ville et de ce cycle université. Et puis, citer aussi que nous sommes cette semaine dans le cadre des semaines d'éducation SECD, qui sont organisées par la FAL 44, semaine d'éducation contre toutes les formes de discrimination. Et c'est dans le cadre de cette semaine que nous organisions ce débat aujourd'hui. Merci à vous. Au générique, vous aurez plus d'informations, mais je vous remercie une dernière fois d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci.